Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions intellectuelles et culturelles qui sont apparues sur la scène égyptienne pendant les dernières années, les derniers mois ou même pendant les derniers jours. En tout cas, aujourd'hui, nous avons un rendez-vous très important. Il s'agit de cette œuvre intitulée Un guide en ce qui concerne la restauration de monuments constitués de bois. Donc, pour vous donner plus d'informations en ce qui concerne cette œuvre préparée par Dr Medhat Abdallah Abdelhamid, je dois vous inviter à regarder ensemble un reportage qui va jeter la lumière sur plus d'informations en ce qui concerne cette œuvre ou les appels de ce docteur en ce qui concerne la formation d'une école égyptienne spécialisée dans la restauration de monuments constitués des bois. En tout cas, actuellement, je dois donner le point à Shahinaz Ismail. Les acquisitions culturelles exposées au sein des musées varient selon les matériaux utilisés dans leur fabrication, puisqu'il y a des matériaux d'origine organique et d'autres non organiques. Parmi les matériaux d'origine organique, on trouve le bois, le textile, les manuscrits, les momies et d'autres. Et parmi les matériaux non organiques, on trouve la pierre, la poterie, le verre et les métaux. L'entretien du musée vise à préserver l'authenticité des collections culturelles, la mise en valeur des informations qu'elles contiennent et réduire les risques d'endommagement. Les facteurs qui affectent les matériaux utilisés dans la fabrication des acquisitions du patrimoine culturel sont variés. Et il existe différents types d'endommagements résultant de la nature des composants de ces acquisitions. Par conséquent, les techniques et les matières utilisées dans l'entretien de ces collections culturelles sont très différentes aussi. Les spécialistes dans le domaine de l'entretien ont pris conscience de cela et ont classifié l'entretien des œuvres archéologiques en deux principales parties. La section d'entretien des monuments organiques et la section d'entretien des monuments non organiques. Sous ces deux sections, il y a des branches plus spécialisées comme celle des monuments en bois, l'entretien des manuscrits, des textiles, des pierres et des décorations des parois, des métaux, de la poterie et autres. Certaines de ces branches sont divisées en d'autres plus spécialisées, comme celle de l'entretien du papier. Il y a les laboratoires d'essais, d'analyse, de documentation scientifique. Il y a aussi une unité pour les informations et le laboratoire des études des matières et des techniques de maintenance. Soulignons aussi l'unité de l'entretien préventif qui représente un pilier important du musée. Donc, vers une école égyptienne dans le domaine de la restauration de monuments basée ou constituée sur les bois. Et c'est un appel très important. C'est un appel lancé bien sûr par Dr Medhat Abdallah Abdelhamid qui a rédigé cette œuvre intitulée Le guide dans la restauration des monuments
basé sur le bois. Les principes, les essences de cette science, bien sûr, contenues dans cette œuvre. En tout cas, nous devons tout de suite saluer le Dr Medhat Abdallah Abdelhamid. Laissez-moi vous demander ici, est-ce qu'il y avait des critères spéciaux pour le personnage ou pour le réparateur? C'est-à-dire que vous avez cité qu'il y avait des critères spéciaux pour la restauration. En ce qui concerne le restaurateur, au début, on doit croire la force et la normalité de la civilisation égyptienne et l'art égyptien. Est-ce qu'il doit être un artiste sensible à cet égard ou quelles sont les qualités qui doivent être chez l'artiste ou chez le restaurateur? Il doit avoir une vision très longue en ce qui concerne tout l'environnement qui l'entoure et qui peut encercler avec les moyens de l'environnement qu'il utilise. L'ancien sculpteur égyptien ou au début le spécialiste de restauration doit avoir tous les caractères que vous les avez cités. En outre, l'aspect scientifique, il doit avoir le goût sensible artistique et il doit goûter l'art. Il doit prendre en conscience les matières de l'environnement et ce sont des matières égyptiennes utilisées par l'ancien égyptien. À côté de tout cela, il doit prendre en conscience des matières qui s'utilisent et qui s'emploient dans la restauration et la normalité de ces matières et les services et les investigations nécessaires. Je veux vous dire quelque chose de très important. Il y avait un côté ou un aspect de ce qui va faire cette réparation. Il doit être un artiste et il doit être également un médecin, c'est-à-dire un médecin pour faire guérir l'antique, parce que l'antique devant lui, il est quand même malade, mais il ne peut pas parler. Et vous devez avoir une sensation envers cet antique. Comme le restaurateur, il doit savoir combien d'efforts ont été déployés pour la construction de cette antiquité par l'ancien égyptien et vous devez avoir en même temps le sens artistique pour que l'ancien égyptien peut goûter ou toucher la beauté dans cette pièce. On doit avoir une autre chose. En outre, vous devez avoir l'aspect scientifique. Il doit avoir la capacité, les moyens de la restauration et de la conservation et la normalité de ces matières. Et quelles sont les analyses et les investigations que vous les avez besoin et la maladie du malade qui ne savait pas parler, c'est l'antique et après vous mettez le plan de la remède. On doit avoir un long dialogue poursuivi entre les restaurateurs et entre ceux qui travaillent dans le domaine des antiquités, de la restauration et de la conservation. On doit discuter avec eux dans tous les points. On doit parler avec eux dans la modernisation et le renouvellement et on doit être en contact avec tout ce qui est nouveau dans le domaine des recherches scientifiques en goûtant l'art pour être capable à conserver et protéger notre antique. Les antiquités en bois, notamment, ont une certaine particularité. Plus que les antiques rochères ou qui sont fabriquées par le pierre. Pourquoi? En effet, moi, j'aime à dire que quand je contacte avec une antiquité, tous les antiques chez moi ont la même importance et la même sensibilité. Mais il y avait un point dont on ne se met pas d'accord avec nos collègues qui travaillent dans le domaine des antiquités. Tous les antiques organiques ou qui sont fabriqués en bois sont très sensibles à toutes les conditions de l'environnement qui l'entoure. Les degrés de la température, l'humidité et l'éclairage. Cela exige un soin spécial dans les moyens de l'exposition
expositions dans les musées et dans les moyens de l'emmagasinage qui s'étalent dans le livre. Votre style dans le traitement des antiquités. Comment, par exemple, on doit avoir une certaine façon pour le style du traitement des antiquités. Plus d'explications avec quelques simplicités. On dit maintenant quand on traite une antique, il ne faut pas le traiter le visage de l'être humain, peut-être sécréter des matières qui peuvent nuire l'antique, comme la sueur. On doit porter des gants. Comment, quand on traite notre antique, on doit utiliser nos deux mains? Et si c'est sur une voiture qui le traite, on ne peut pas le déplacer, même s'il est un seul mètre. On doit fixer le convoi, le parcours, la ligne de démarche, comment elle va se marcher et comment il peut retourner à son place pour une autre fois. Même dans l'emmagasinage, les matières employées dans l'emmagasinage des antiquités. Le plafond, elle est fabriquée du quoi, son normalité, le degré de la température, où on emmagasine l'antique. Et l'humidité doit être avec un pourcentage limité. On doit avoir quelque chose qui s'appelle l'administration complète pour les insectes. C'est un programme complet pour la gestion des fléaux à l'intérieur des impôts ou à l'intérieur des caisses. Les moyens à travers lesquels on peut nous éviter de tous ces dégâts qui peuvent toucher ce statut insectide ou fungal ou semblable dans les salles de l'exposition et les genres de l'éclairage. Quel genre d'éclairage utiliser? On doit l'éloigner. En principe, on ne préfère pas la lumière jetée sur le statut ou sur l'antique. Mais bien sûr, vous êtes un visiteur, vous voulez se jouir de l'antique. Comment peut-on créer un genre d'éclairage qui doit être vide et qui jette des rayons? On ne peut pas jeter des rayons qui peuvent détruire l'antique, comme les rayons UV ou les rayons infrarouges. Les rayons UV commencent à détruire les liens entre les molécules de la pièce de l'antique. C'est pourquoi l'antique peut s'abîmer à l'intérieur de son vitrine et parce que le genre de l'éclairage n'est pas convenable. Les rayons infrarouges élèvent les degrés de la température du statut, ce qui ne convient pas avec la normalité et ce qui affecte négativement sur les antiquités organiques, incluant des antiques en bois. J'ai ici deux questions concernant les musées égyptiens et ces places, mais à travers votre discours, vous avez attiré mon attention et vous avez fait allusion à un point très important. Au début de cette époque, ils ont transféré le statut du roi Ramsès II à la place du Bab el-Hadid, à la grande musée à côté des pyramides. Vous avez cité si on transfère l'antique ou le statut, même s'il est un seul mètre, on doit limiter le processus ou la démarche. Oui, bien sûr, les Égyptiens ont fait un travail gigantesque et majestueux quand ils ont transféré le statut du Ramsès II à la place de Remeya à côté des pyramides parce que c'est un travail comme celui-ci. Il doit besoin beaucoup des efforts déployés et cette photographie le mérite parce que quand on transfère un statut antique, ce n'est pas facile et parce que les secouements également qui vont se faire à l'intérieur pour ce statut, ils ont besoin beaucoup de pensées et d'études archéologiques pour que le statut soit sain et sauf et se déplace d'une place à l'autre d'une façon, bien sûr, qui garantit tout ce qui est juste, tout ce qui est correct autour de ce statut. Peut-être quotidiennement, je traverse la rue à côté de la musée égyptien au centre de la ville et je demande à quelle mesure se coïncide cette ambiance qui est convenable ou cette ambiance dans
embouteillage, cette ambiance, on peut dire la pollution qui peut nuire les antiquités. Et est-ce que la musée ou la musée égyptienne, d'une façon générale, a des préparatifs pour conserver et protéger les antiquités, les aspects pluriraciaux où ils s'exposent, tout en commençant par l'atmosphère, les degrés de la température, la chaleur, l'humidité, etc. Malheureusement, pas tous nos musées sont valables à conserver les antiquités d'une bonne façon. Vous avez cité la musée égyptienne à El-Tahrir, son situation ou son position au centre de la ville l'expose à un haut pourcentage face à la pollution et les échappements des voitures. Et il y avait quelques pièces qui sont exposées d'une façon qui n'est pas coïncidable pour le protéger bien. Tous les polluants et la chaleur, l'humidité à l'intérieur de la musée, notamment les antiquités organiques, sont plus exposées à s'abîmer. Peut-être on avait commencé, c'est-à-dire l'Égypte avait commencé et les travailleurs dans le domaine des antiquités et le ministère d'Antiquités prennent en conscience cela. C'est pour cela la grande musée égyptienne évite tous les points négatifs qui se trouvent vraiment dans l'ancienne musée égyptienne. On a besoin vraiment à savoir comment peut-on dominer sur les polluants à l'intérieur des musées à travers plusieurs façons dont on peut dominer sur les polluants et dominer également sur les degrés de la température et l'humidité. Parce que l'oscillation poursuivie entre l'élévation et la diminution expose. Vous savez, ce sont des antiquités formées par les bois qui absorbent l'humidité et les lancent selon les conditions qui l'entourent, absorbent l'humidité et font une certaine manière du gonflement. Et l'humidité, quand elle se diminue, il commence à perdre les matières ou ce qui est dedans. Cette opération poursuivie entre le rétrécissement et l'expansion. Un nouveau appel avant la fin de l'édition et je vais clôturer sur lequel cette édition. J'appelle à l'agglomération ou l'accumulation de tous ceux qui travaillent en Égypte et de tous les travailleurs à réparer et à conserver bien les antiquités en Égypte. J'appelle tous les spécialistes à mettre tout ce qu'on peut faire ou déployer de tous les efforts afin de construire l'école égyptienne, à réparer et à conserver les antiquités en Égypte. On vous remercie infiniment, Dr Medhat Abdallah Abdelhamid, à cette rencontre et à être avec nous aujourd'hui à cette initiative pour conserver et protéger les antiquités et à construire l'école égyptienne pour la conservation des antiquités. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui et pour la prochaine fois. Passé avec nous d'agréables moments pendant ce voyage, pendant cette édition, et même pendant cette rencontre avec Dr Medhat Abdallah Abdelhamid. Et donc, vous avez bien sûr souligné les appels et les messages de ce docteur spécialisé dans le domaine de la restauration des monuments constitués de bois. Donc, c'était tout pour cette rencontre et merci beaucoup pour votre attention, chers téléspectateurs. Et vous avez d'autres segments à regarder.
Maintenant, chers téléspectateurs, vous avez un rendez-vous très important avec l'un de nos lecteurs qui va vous guider pendant les prochaines minutes parce qu'il va vous montrer un livre qu'il a lu et qu'il a choisi. Et j'espère que vous pouvez passer agréablement avec lui. هنتناول النهارده كتاب بعنوان بواكير الرواية العربية. Ahmed Ibn Zambal a eu un impact sur l'écriture historique. Un certain nombre d'auteurs se sont inspirés de son roman. Parmi ces romans, Ala Bab Zouila ou Devant la porte de Zouila. L'autre partie des thèmes abordés par l'historienne Nelly Hanna dans son livre est la culture de la classe moyenne. Quelle est la culture de la classe moyenne en Égypte traitée par l'historienne Nelly? Elle a dit que cette culture de la classe moyenne qui est née en Égypte remonte à la période de prospérité du commerce et de l'exportation. Par conséquent, il y avait des riches et une classe appelée la classe moyenne a vu le jour dans un contexte qui va de pair avec le développement économique et social en Égypte. Par la suite, la culture de la classe moyenne est apparue entre le XVIe et le XVIIe siècle. La richesse de cette période se reflétait au XIXe siècle. Cette classe a accordé un intérêt à la littérature populaire. Le chant, le mawel, la biographie populaire à travers l'écoute et le roman oral reflétaient la vie économique. L'écrivaine Nelly Hanna a voulu mettre en relief cette période. Comment était l'écriture et l'influence du roman? La culture orale avait une relation avec les lieux civilisés apparus à cette époque. Les cafés jouaient un rôle important à l'époque. La culture ne se répandait qu'à travers les cafés. Ces derniers ont contribué au développement de certaines formes littéraires, en particulier le roman. Tels étaient les traits caractéristiques de la culture ou les débuts du roman ou du récit. Par la suite, les écrivains se sont inspirés des récits oraux et les ont transformés en romans écrits. Ils ont adopté un style simple en langue courante. Ils ont abordé les nouvelles des individus ordinaires et leurs problèmes quotidiens économiques et culturels. Donc, nous voyons le langage du roman dans cette période qui a influencé l'écriture et le rôle du patrimoine populaire dans la création du roman. Le roman a été influencé par le patrimoine arabe et surtout le patrimoine populaire. Il a été influencé clairement par le patrimoine populaire, surtout avec les circonstances qui variaient selon chaque époque, sa nature, ses aspects culturels et son patrimoine social. Le roman s'est orienté vers l'art moderne du récit, bien que le patrimoine populaire contenait quelques principes de l'art du roman. Il s'est inspiré de ces récits. Dans cette période, les écrivains se sont inspirés de l'environnement pour écrire le roman en comptant sur le patrimoine culturel de la société, les individus et les récits oraux. Ils ont réécrit dans un style moderne, avec des personnages qui ont des objectifs et des titres. Le roman avait désormais une forme et un contenu différents d'autrefois, et il a pris la forme culturelle habituelle que nous voyons aujourd'hui. Le roman est donc passé par des phases de développement intellectuel, littéraire et social, après avoir été largement influencé par l'environnement. Donc, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, nous avons une dernière citation. Il s'agit d'un box-office. Il s'agit, ou pendant le prochain segment, c'est un
tout petit aperçu sur les livres les plus lus ou les plus vendus sur le marché, que ce soit égyptien ou international. Malheureusement, le temps passe très vite, mais j'espère que vous avez passé agréablement avec nous. Et bon suite de nos programmes sur Nantema International. Au revoir.